Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind the Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche pour parler de l'économie, de la bourse, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde complètement perturbé par les différents événements majeurs. On va essayer d'analyser la situation avec les taux, parce que les taux ont quand même beaucoup bougé cette semaine. On va évidemment faire un tour sur la macroéconomie, on va faire un tour sur la géopolitique pour comprendre quelles sont les évolutions dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est le conflit, on va dire, qui affecte le plus actuellement le marché financier. Et à la fin de cette vidéo, ça sera une petite suggestion du chef. Je vais vous proposer deux idées d'investissement. En fait, c'est deux actions que moi j'ai achetées cette semaine. Donc vous voyez, je suis 100% transparent et j'espère que cette transparence mérite un like que je vous demande de mettre tout de suite pour ne pas oublier. Pour moi, c'est super important. Excusez-moi de vous embêter toutes les débuts de vidéo. À chaque fois, je vous demande de mettre un like. C'est gratuit, la chaîne est gratuite, pour vous c'est juste un clic, pour moi c'est vraiment une véritable aide pour développer cette chaîne. Je vous rappelle également, comme vous le savez certainement déjà, qu'il existe mindthecash.fr, où vous voyez l'adresse sur votre écran, où j'ai mon blog, où je poste quasiment tous les jours la revue de la presse économique et aussi très rapidement mon sentiment du marché, et la chaîne Telegram où nous avons les discussions tous les jours en live. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez partager vos idées. Donc, et j'essaie aussi de poster des informations flash que je trouve importantes pour comprendre la situation sur les marchés. Voilà, on va commencer. Cette vidéo, nous allons commencer par le tableau de bord de l'économie où je vous montre régulièrement les indices que moi je trouve les plus importants pour comprendre la situation actuelle. D'ailleurs, il faudra bien le mettre à jour parce que la situation a tellement changé que maintenant il y a d'autres indices aussi qui font beaucoup, que je trouve vraiment importants. Et les marchés. Bon, les marchés ont beaucoup baissé cette semaine, donc c'est quelque chose que j'ai prévu. Donc vous voyez, j'étais un petit peu visionnaire la semaine dernière. Et aussi sur mindthecash.fr, je fais un post quand j'ai ouvert finalement ma position spéculative. Cette fois, j'ai décidé de le faire contre l'indice CAC 40. J'aimerais bien me corriger par rapport à la précédente vidéo de Café de Dimanche. Je vous ai parlé d'une stratégie optionnel assez complexe que j'allais ouvrir pour justement spéculer sur ces marchés. Finalement, j'ai décidé de faire, comme on dit, keep it simple. Donc j'ai décidé d'implémenter une stratégie beaucoup plus simple, aussi avec des options. Donc là, la semaine dernière, je vous ai parlé dans Straddle. Donc c'est une stratégie que j'explique dans mon club Option Invest, que d'ailleurs je vous invite à rejoindre si ces instruments très flexibles, il faut vraiment très riche en possibilités d'implémenter des différents scénarios, des différentes stratégies qui représentent exactement votre vision du marché. Moi je trouve vraiment que ce sont des meilleurs instruments que le marché nous propose. Mais voilà, donc là j'en ai parlé dans la dernière vidéo et aussi dans mon club. Et finalement j'ai décidé, quand j'ai commencé à ouvrir cette position, très honnêtement, le lundi, j'ai commencé à construire cette position assez complexe et finalement je me suis rendu compte que je ne crois pas du tout à la hausse. En fait, parce que là, la position pour la volatilité, pour se mettre long sur la volatilité, et consiste à faire 2 legs. En fait, ma stratégie, j'ai prévu 4 legs, mais parce que j'aime pas les choses simples. Évidemment, c'est une blague. Mais en fait, en gros, je voulais avoir 2 legs. Et quand j'étais en train de monter une leg longue, je me disais, est-ce que vraiment il y a une probabilité que les marchés montent dans les circonstances actuelles? Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, je suis très bearish sur les marchés. J'ai décidé tout simplement d'ouvrir en put et j'ai ouvert en put sur le CAC 40. Généralement, je trade les marchés américains, mais dans cette situation très particulière, je vois un énorme écart entre les marchés européens et les marchés américains. D'habitude, dans mes vidéos, je vous dis toujours que moi, je n'analyse pas trop l'indice CAC 40 qui intéresse évidemment beaucoup plus de personnes ici chez nous en France parce qu'on a tous nos POA, c'est surtout le CAC 40 qui nous intéresse, mais parce que en gros les marchés sont tous corrélés. Moi je préfère les marchés américains, ils sont plus liquides, en fait il y a plus d'instruments, par exemple pour les chaînes d'options elles sont beaucoup plus liquides, on a beaucoup plus de strikes qui sont accessibles. Et finalement aujourd'hui la situation elle est très particulière de façon que les indices européens
ils sont beaucoup plus impactés par la crise ukrainienne que les marchés américains, et les entreprises américaines sont presque gagnants. C'est un petit peu la même situation comme dans la Deuxième Guerre mondiale, même si heureusement pour le moment en tout cas on ne vit pas le même scénario, mais la situation elle est très similaire, parce qu'en gros les États-Unis, je ne suis pas du tout anti-américain, je ne suis pas anti-Europe non plus, mais les États-Unis quand même, ils tirent les profits grâce à leur situation géographique, parce qu'ils sont loin du conflit, donc bien évidemment ils sont de bon côté de la guerre. En tout cas, bon, je prends une position quand même assez ferme dans ce conflit, comme vous le savez, et du coup, pour eux, ce n'est que des avantages presque, même ils tirent les profits on va dire d'une catastrophe qui est en train de se produire en Ukraine. Et c'est pas parce qu'ils ont voulu faire ça, mais c'est surtout parce que les situations sont tournées de telle manière que pour eux, ça ouvre beaucoup d'avantages, même s'ils dépensent beaucoup d'argent pour aider l'Ukraine pour lutter contre l'invasion russe. Et donc voilà, donc là on est dans ces circonstances-là, et évidemment les marchés américains sont bien moins sensibles à la situation en Ukraine que les marchés européens. C'est pour ça que ma stratégie spéculative, qui est relativement de court terme, parce que mon option expire en juin, et donc j'ai décidé de faire contre l'indice européen, dont le CAC 40, où il y a déjà un gros poids des valeurs luxe qui sont évidemment exposées à la fois sur la Russie, mais aussi sur la Chine, où il y a une question qui est ouverte, si elle va soutenir la Russie ou pas, s'il va se mettre de son côté, du côté de Vladimir Poutine, dans ce conflit. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ça sera vraiment catastrophique pour les valeurs du luxe, parce que les valeurs du luxe, souvent on dit que c'est une exposition indirecte sur les marchés émergents, notamment sur la Chine. Donc voilà, ça c'était une raison pourquoi j'ai ouvert tout simplement en put sur le CAC 40, et en plus j'ai pris en put in the money, donc du coup j'ai une énorme sensibilité par rapport au mouvement de mon sous-jacent qui est l'indice du CAC 40. Voilà, je ne veux pas vous saouler avec toutes les options, parce que j'espère que ça intéresse beaucoup plus de personnes, de plus en plus de personnes, je veux dire, parce que c'est vrai que ma chaîne elle est quand même assez centrée sur les options, parce que c'est un des instruments que j'aime beaucoup, parce qu'il permet de limiter la perte potentielle. J'adore vraiment trader les options, parce qu'on sait en avance combien on peut perdre. Par exemple, j'ai ouvert une très grosse position ce lundi matin, contre le CAC 40, et la position vraiment elle est supérieure à mon portefeuille, donc du coup c'est évidemment position à levier, et donc j'ai pris du risque, c'est sûr, donc il faut parfois prendre du risque, et moi je trouvais que la situation fondamentale, macroéconomique et aussi technique, elle était propice pour cette correction qui s'est finalement matérialisée, parce qu'on a vu que cette semaine on a vécu une grosse chute de marché. Donc là je vais vous montrer une performance de ces indices sur la semaine. Donc on voit que c'est le Nasdaq qui a chuté le plus, mais le Nasdaq c'est un peu particulier, c'est plus par rapport au taux, on va en parler tout à l'heure, mais par rapport à l'indice S&P 500, vous voyez qu'il a baissé de 1,2% seulement, et CAC 40 elle a lâché quand même plus de 2%. Donc ça c'est quand même une situation assez représentative, parce qu'évidemment il y a plus de risques sur l'Europe, il y a plus de risques inflationnistes, notamment sur l'Europe. Mais bon, inflationniste, il n'y a pas les mêmes phénomènes, peut-être ils sont plus ou moins à l'équilibre, mais en tout cas le risque géopolitique il est plutôt concentré sur le continent européen que sur le continent nord-américain. Voilà, donc ça c'est assez clair j'espère, et donc j'avais raison avec cette position. J'ai gardé ce short pour le week-end, donc c'est un peu risqué, parce que moi je pense que jusqu'à la date pour moi qui est vraiment pivot de 9 mai prochain, 9 mai c'est une célébration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Russie, et c'est une date symbolique pour la propagande russe, et moi je pense qu'il y aura des événements majeurs qui vont se produire entre aujourd'hui, peut-être même ce week-end. Bon là vous allez regarder cette vidéo le dimanche matin, là je l'enregistre c'est le samedi, et je pense que n'importe quel moment, ils peuvent déclencher une grosse offensive dans le Donbass. On a vu déjà une lance des missiles sur une station de train. La catastrophe dans une ville, dans un banlieue de Kiev, à Boutcha, qui est considérée comme un génocide. Je ne veux pas trop donner de commentaires parce que c'est vraiment un sujet extrêmement sensible, et pour moi aussi, donc je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus. Le dernier café de dimanche, c'était justement quand cette situation s'est produite, on n'en a pas parlé, je préfère d'éviter pour l'instant ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet quand même très tragique. Et là, j'essaie de me concentrer sur des sujet plus économique, et essayer de garder l'esprit froid pour analyser ce qui se passe sur le marché. Voilà, en gros, toutes ces choses-là peuvent se produire à n'importe quel moment, et forcément ça va amplifier les tensions entre la Russie et l'Occident. J'ai aussi quelque part un scénario que moi je considère malheureusement très probable, qu'il y aura une bombe qui va tomber sur un territoire d'un pays d'OTAN. Pourquoi je pense ça? Tout simplement parce que je pense que pour Vladimir Poutine, il faut offrir une victoire, soit une défaite contre un adversaire
adversaire beaucoup plus fort. Un adversaire fort, c'est qui? C'est l'OTAN, bien évidemment, et il pourrait très bien vendre et en plus consolider davantage en fait la population russe autour de lui s'il vend dans la propagande le fait qu'ils ont perdu contre tout le monde entier, qu'ils s'est réuni contre la Russie, etc. etc. Donc c'est un scénario très noir, parce que dans ce cas-là, la Russie va devenir vraiment un ennemi de tout le monde, en fait, tout le monde civilisé. La Chine, je doute qu'elle va se mettre de leur côté. Déjà, la Chine, c'est vraiment pas très clair pour l'instant leur position. Je pense que je suis obligé d'aller un petit peu dans la géopolitique. Je pense que la Russie, évidemment, la Chine était au courant de cette invasion, mais tout comme Vladimir Poutine, ils ont misé sur la victoire rapide. En fait, un sort de blitzkrieg que Poutine allait faire dans l'Ukraine, allait prendre rapidement tous les territoires ukrainiens. Dans ce cas-là, ça serait bingo pour la Chine, ça serait bingo pour Vladimir Poutine, et après, on aurait des sanctions, mais ce ne serait pas la situation comme on a aujourd'hui, où on vit les génocides, on vit vraiment une catastrophe humaine dans le pays, et je ne pense pas honnêtement que la Chine, qui est quand même largement intéressée par des bonnes relations avec l'Occident, même s'il y a des tensions, mais c'est plus des tensions économiques plutôt que politiques et militaires, et je ne pense pas qu'il veut amplifier de telle manière pour soutenir Vladimir Poutine juste pour avoir le pétrole pas cher, parce que de toute façon ils auront le pétrole, le gaz pas cher en provenance de la Russie, parce que maintenant pour la Russie c'est le seul client. L'Inde aussi peut-être, mais principalement la Chine vers qui ils veulent tourner toute leur économie. Donc la Russie n'a pas de choix, et la Chine n'a pas besoin de détériorer son image internationale en se liant à Vladimir Poutine, parce que de toute façon Vladimir Poutine actuellement il est bloqué, il est complètement dans une impasse politique, et il sera obligé, quoi qu'il arrive, de travailler avec la Chine. Voilà, en gros c'est ça la situation. Donc et si jamais la bombe tombe sur le territoire de l'OTAN, quelle sera la réaction? Forcément, ça va créer énormément de volatilité, parce qu'il y aura tous les discours des réunions d'urgence de l'OTAN, comment réagir à tout cela. Ça sera une provocation certainement de la part de la Russie, justement pour les faire intervenir dans ce conflit de telle ou telle manière, et pouvoir par la suite vendre ça comme une défaite à sa propre population. Je pense que ça, c'est un des scénarios réserve quelque part que Vladimir Poutine les garde pour lui, mais pour l'instant, ils ont juste réduit les objectifs initiaux. Maintenant, ils veulent juste regagner l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. J'imagine qu'ils vont essayer de l'annexer, ou bien prendre le contrôle avec des gouvernements 100% contrôlés. Et ça va être, je ne sais pas par contre si la population russe va accepter ça comme une victoire, parce que par rapport aux objectifs initiaux, c'est quand même beaucoup plus modeste. Voilà, c'est tout pour la géopolitique pour aujourd'hui, je vous rassure, parce que j'essaie de limiter ce sujet qui est quand même assez compliqué à évoquer sur une chaîne économique, mais dans les circonstances que nous vivons, on est obligé de parler de la géopolitique. Voilà, maintenant je vais parler rapidement des taux. Les taux, c'est vraiment incroyable. Je vous disais toujours que pour moi, il y avait deux pivots, quelque part, les 2% sur le 10 ans américain et 2,5 pour moi, c'était vraiment déjà un seuil sérieux. Maintenant, on a dépassé ce seuil, mes amis, et c'est rien de bon. Encore une fois, de point de vue pas géopolitique, mais de point de vue macro, c'est sérieux, parce qu'on commence à vivre vraiment une inversion de la courbe. Donc la dernière fois qu'on a fait cette vidéo, l'inversion elle était que entre 2 ans et 10 ans. Actuellement, on a tout un segment de la courbe qui est inversé. Donc ça confirme le fait que les marchés s'attendent à une récession. Par contre, cette courbe de taux, cette inversion ne présage aucun délai, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cette inversion aura lieu. Est-ce qu'elle aura dans un mois? Est-ce qu'elle aura dans un an? Mais apparemment, il y aura une inversion. Donc à voir, on s'attend à ça, c'est pas bon, encore une fois, on vient de sortir de Covid, et maintenant nous vivons encore un autre phénomène, et en plus ce phénomène va être amplifié par l'inflation bien plus importante. Déjà on s'attendait à une inflation importante post-Covid avec la chaîne d'approvisionnement, je ne veux pas vous tout répéter, vous le savez j'imagine, et maintenant avec la guerre en Ukraine, on aura quand même aussi tout était bousculé. En fait on a l'approvisionnement en produits d'agriculture, évidemment ça fait flamber les prix, et il y a tous les secteurs qui sont ressortis du coup devant de la scène, les autres sont repartis. Par exemple on a tous oublié de la tech quasiment. Vous vous souvenez mes premières vidéos au début de l'année, je voulais investir dans le metaverse, je suis toujours
suis toujours très intéressé par ces segments, mais évidemment, ça devient beaucoup moins urgent et ça augmente bien les risques d'investissement dans ces actifs-là. Voilà, donc de point de vue taux, on est vraiment dans la zone de danger. En fait, maintenant, on se dirige doucement mais sûrement vers le seuil de 3%. 3%, c'est vraiment très élevé déjà, mes amis, il faut faire beaucoup attention. Et qu'est-ce que ça nous inspire? Évidemment, quand on parle des taux, on parle automatiquement de l'immobilier. Les Américains s'endettent, bon, comme nous tous, en fait, s'endettent pour acheter de l'immobilier, mais le problème que les Américains s'endettent au taux variable, contrairement à nous en France. Et du coup, quand les taux variables, les taux augmentent, et c'est-à-dire que leurs échéances augmentent, et forcément, l'échéance du prêt, ça représente beaucoup dans le budget des familles américaines, ainsi que des familles françaises et européennes, parce que ça représente un des plus gros postes des dépenses. Et donc maintenant, ça va être une incertitude. Je fais un post d'ailleurs sur Telegram cette semaine où je vous ai parlé qu'il y a un même phénomène qui est en train d'être observé. C'est une information qui a été publiée par Wall Street Journal que les propriétaires de l'immobilier ont plus ou moins le même sentiment comme pendant la crise de subprimes, parce qu'ils commencent à avoir une agitation pour vendre quel est le vrai prix, parce qu'avec leur remontée en flèche des taux, ils se demandent est-ce que leur immobilier ne va pas chuter. En fait, le principe de financement de l'immobilier aux États-Unis, j'en ai déjà expliqué dans ma vidéo immobilière. Je vais peut-être la mettre en lien à celle-ci. Elle est très compliquée parce que vous devez à un moment donné refinancer votre dette, en fait, en gros. Et ce refinancement de la dette, elle est indexée plus ou moins sur la valeur vénale de votre bien, donc en fait de la valeur du marché de votre bien plutôt. Et donc en fonction de ça, la banque peut vous reprêter pour le même bien, et vous pouvez ainsi rouler votre prêt éternellement. Et donc ce principe peut être cassé si jamais évidemment les prix immobiliers chutent, ce qui s'est passé pendant la crise de Covid. Et si on va rentrer dans ce scénario, dans ce cas-là, en plus avec l'inflation, en plus avec la guerre en Ukraine, les phénomènes post-Covid, et si on aura encore la crise immobilière, dans ce cas-là, on peut vivre vraiment un crack phénoménal. Donc là, c'est pas pour vous faire peur, mais en tout cas, on devrait se rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Les marchés sont proches quand même de leur plus haut, même s'ils sont pas mal redescendus, mais comprenez bien que quand même les risques dont nous faisons face, ils sont énormes, ils sont juste gigantesques. En fait, franchement, je suis quand même assez impressionné pourquoi les marchés tiennent tellement bon. Dans un des précédents cafés du dimanche, je vous ai expliqué pourquoi je pense que les marchés tiennent bon. Je pense que cette résilience, elle n'est pas éternelle. Donc à un moment donné, ils vont craquer aussi, ils vont passer tous dans le safe haven. Et safe haven, ça sera quoi cette fois ? Ça sera toujours le dollar, mes amis, ça change pas. Donc, voyez, l'index de dollar, je vais vous montrer ça tout de suite, nous montre bien que, heureusement ou malheureusement, ça selon votre avis, en fait, c'est pas mon avis, mes amis, c'est juste le marché qui veut ça. On voit que l'index de dollar, elle a dépassé le vendredi le seuil de 100, c'est le seuil de symbolique. C'est quoi le DXY en fait? L'indice de dollar, en gros, c'est le cours de dollars par rapport à un panier des devises. En gros, ça représente en quelque part la valeur du dollar, si vous voulez. Je simplifie énormément, c'est pas vraiment la valeur de dollar, mais la valeur de dollar relative aux autres devises. Donc, et maintenant, on voit qu'il y a un intérêt énorme, il est en trend très sûr et certain aussi vers le dollar. Malgré la hausse des taux, malgré l'inflation, malgré tout ce que vous voulez, le dollar reste valeur refuge. Et ça, c'est rigolo parce que ça fait des années que je suis en bourse et ça fait quelques années que je suis sur YouTube. Chaque fois, je reçois les messages que le dollar, c'est du papier de toilette, je ne sais pas quoi. On parle toujours depuis que j'étais tout petit, on parlait de la chute du dollar, de la fin du système dollar. Mais dès qu'il y a un risque, tout le monde s'oriente vers le dollar. Vous savez, même en Russie, qui sont quasiment en guerre avec les États-Unis, ils préfèrent quand même, malgré tout, faire leur épargne en dollars plutôt qu'en roubles. Donc, parce que c'est tout simplement beaucoup plus sûr. Donc on n'a pas d'alternative aujourd'hui au dollar, et toute cette tentative de Vladimir Poutine de vendre son gaz pour les roubles, moi personnellement je trouve ça ridicule. J'en ai parlé dans le précédent café de dimanche, et en plus la façon comment on va le faire, c'est juste la différence à quel moment il y aura une conversion. Est-ce que c'est les clients qui vont convertir en roubles, ou bien les dollars qui arrivent dans le pays seront convertis par les
entreprises, les producteurs de gaz et du pétrole qui vont le faire. Au final, ça change pas grand-chose et peut-être ils voulaient arnaquer tout simplement ses clients sur les taux de change, mais je pense. Mais voilà, donc, mais en tout cas, si ça va se faire, ça va se faire de manière très locale. Et si la Chine passe en vente de ces produits en exportation pour les yuan, ça c'est beaucoup plus probable et ça va avoir une importance bien plus majeure, mais pour l'instant ça existe, ce phénomène évolue, il se développe, mais il n'a pas pris des ampleurs inquiétantes pour le moment et le dollar il reste une valeur refuge sans aucun doute. Voilà, donc vous voyez que dès qu'il y a des risques, ça c'est quoi, ça, devinez ce que c'est même sans regarder les dates, évidemment c'est la crise de Covid, tout le monde commence à faire quoi, ils ont commencé tous à acheter de dollars et donc là maintenant on est face au risque majeur, donc du coup plus graduellement parce que le risque il se développe moins vite que la crise de Covid, mais on continue à acheter du dollar, donc tout reste pareil. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, si ce phénomène n'était pas présent, donc on va dire la recherche de la valeur refuge, on aurait les taux encore plus importants, parce que n'oubliez pas que j'ai déjà expliqué comment le fonctionnement des marchés de dette. Peut-être il faudra faire une vidéo sur le marché de dette, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que c'est un sujet important. Mais j'ai pas vu énormément de votre intérêt. Par contre, je dis tout le temps dans les vidéos que c'est le marché le plus important pour comprendre la macroéconomie. Mais j'ai pas senti quand je fais des vidéos sur le marché de dette que vous étiez tellement intéressé. Mais encore une fois, si tout le monde sur une vers le dollar, ils vont acheter directement le 10 ans américain et ça fait baisser les taux. Donc vous voyez, donc avec ce phénomène de recherche de valeur refuge, on a quand même les taux qui montent. Donc cela veut dire que le driver, en fait, vraiment la force fondamentale qui pousse les taux vers le haut, elle est quand même extrêmement puissante. Donc si jamais on commence à se calmer, se stabiliser, donc du coup le dollar va perdre un petit peu l'intérêt de cette protection, on va vivre encore la remontée de taux en flèche et ça va nous rebasculer dans une autre crise, à mon avis, encore une fois. Et voilà, vu que je parle quand même des taux des marchés, je vais parler rapidement du CAC 40. Pour l'instant, vous voyez, donc moi je l'ai acheté vraiment au plus haut au début de cette semaine. J'ai acheté le put en fait, donc du coup je suis passé short. Et on voit que sur le graphique, on a quand même vécu une certaine pluie des bougies rouges. Ça c'est le graphique daily, donc journalier. Et là, la semaine, elle s'est terminée sur une note très incertaine, parce que ça, c'est une figure qui ressemble à un doji, vous savez, dans l'analyse technique. Donc en fait, en gros, quand on est à une bougie avec un corps très petit, presque une ligne, c'est-à-dire que les vendeurs et les acheteurs sont plus ou moins même en statu quo, on va dire, donc ont la même force. L'équilibre de force n'est pas cassé entre les acheteurs et les vendeurs, et en fait les lignes vers le haut et vers le bas sont plus ou moins de la même longueur. Donc ça c'est typiquement presque un quasi doji, donc ça veut dire que l'incertitude reste très très élevée. Donc je ne sais pas comment le marché va s'ouvrir, franchement ma position elle est tellement énorme et je suis largement gagnant actuellement, ce que j'aimerais pas repeindre mon PNL. En fait cette position m'a permis de vivre tranquille biche, comme je dis, toute cette semaine de baisse, donc mon portefeuille quasiment pas souffert, car toute la baisse sur les actions elle a été largement compensée par ce put. Et j'ai encore d'autres puts en fait, mais bien plus dans l'esprit protection, assurance que j'ai sur l'indice S&P 500, mais ça c'est au cas où vraiment dans le scénario d'une guerre nucléaire, je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça sera vraiment le moment pivot si on casse au niveau 1460. Donc là, bon après celle-là je ne le dessinais pas très exact, moi je pense que le niveau est plus, voilà, 6400 je dirais. Donc pour moi c'est vraiment au niveau qu'il faudra tenir pour ne pas s'enfoncer encore plus bas, mais si on s'enfonce évidemment ici à 5008, je vais avoir un profit juste énorme sur cette option. Voilà, donc pour moi, je ne peux pas donner des pronostics pour la semaine prochaine parce que ça dépendra de la géopolitique. Encore une fois, si on a des mauvaises nouvelles, ça peut chuter. Si on n'a pas de mauvaises nouvelles, je pense que ça sera une hausse au début de la semaine prochaine. Donc je ne peux pas parier au jour actuel que va se passer. Voilà, très rapidement, sur les commodities, le pétrole, il s'est stabilisé. En fait, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, je ne vais pas faire l'analyse technique sur le pétrole. Par contre, le gaz naturel en Europe, il bat les records. Il a vraiment atteint les niveaux, je crois qu'il est plus haut historique, mais bon, je ne vais pas vous dire des conneries. Mais en tout cas, l'embargo sur le gaz russe, c'est quasiment une question de temps. Je vous dis, mes amis, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce sujet, mais pour moi, c'est vraiment dans les contextes actuels, après le massacre de Boucha, c'est en Ukraine, je pense que c'est vraiment une question déjà actée, c'est juste les modalités, comment techniquement on va le faire.
Ça, c'est vraiment une question qui reste ouverte. J'en ai parlé en fait sur le site moyendecash.fr. Vous pouvez voir sur mon blog que je poste tous les jours quasiment. Donc, il y a parfois les journées quand je suis très occupé, j'ai pas le temps pour faire un post, mais j'essaie d'être régulier. Donc, et je parlais que justement que pour moi le gaz russe, l'arrêt d'achat des gaz russes par ses clients européens, c'est plutôt une question de temps qu'une question ouverte. Et en fait, comment on va faire? Déjà, il y a eu des études en Allemagne que ça va leur coûter entre 1% et 1% et demi. C'est pas en Allemagne, pardon, ça c'est pour toute l'Union européenne, c'est entre 1 et 1,5% de PIB européen. C'est beaucoup, c'est très important, mais c'est gérable. Franchement, c'est gérable et dans les circonstances actuelles, je pense que c'est le scénario sur lequel que j'envisage comme un scénario de base. Après, quand est-ce qu'ils vont réellement arrêter? Je pense que ça va être assez rapide et c'est surtout les pays qui sont les plus exposés, qui sont on va dire, actuellement font partie la une des journaux pour comment diversifier le gaz. En urgence, les Allemands sont en train de construire les stations pour le GNL. Donc regardez les sociétés comme GTT, en fait, qui a déjà énormément monté dans notre portefeuille rentier. Donc je vous rappelle que sur le site moyendecash.fr, vous avez ici les portefeuilles. Donc vous pouvez aller voir le portefeuille PEA qui pour l'instant n'est pas à jour parce que je suis un peu en retard avec ma vidéo PEA et j'ai pas envie de l'enregistrer maintenant parce que je suis assez bearish comme vous avez compris sur le marché. Par contre le portefeuille rentier il est assez à jour, on a rajouté encore 2 lignes il y a 15 jours et dedans il y a GTT. Donc GTT franchement malgré la hausse je trouve toujours que c'est une entreprise très intéressante à considérer dans les conditions actuelles. Voilà, ensuite le VIX, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est l'indice de la peur, c'est l'indice de la volatilité. Moi je trouve toujours que même si on a remonté, comme j'ai prévu, je vous disais qu'à 19 ça ne rime à rien. Là on a remonté à 21, on était à 22, plus que 22 à un moment donné. Mais ça reste quand même super bas par rapport au risque que nous vivons aujourd'hui. C'est tout à fait normal pour, si vous êtes intéressé par les positions spéculatives short ou pour se couvrir. Je pense pas que vous auriez un moment meilleur qu'aujourd'hui. Bon, encore une fois, je ne vais pas faire de pronostics. Je vous rappelle toujours que je ne suis pas un professionnel. Je ne donne pas des conseils d'investissement. Je n'ai pas droit. Je vous transmets tout simplement ma vision des choses, que moi j'ai protégé mon portefeuille au niveau actuel, même au niveau plus haut, quand la volatilité était encore plus faible. En fait, juste pour le principe que quand la volatilité est faible, volatilité implicite, c'est ça le moment quand les options sont bon marché. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai acheté des puts, les options call et les puts sont bon marché, parce que la composante de volatilité c'est une des deux composantes majeures des valorisations des options. Vu que moi j'utilise ces instruments, pour moi je surveille de près la volatilité. Voilà, pour le reste, pas grand-chose. Donc Bitcoin franchement me fascine, parce que c'est un actif qui passe facilement la crise, et ça devient peut-être, ça prétend maintenant de devenir une vraie valeur refuge, un peu comme le dollar. Pour l'or, on reste sur le même niveau. J'étais positif sur l'or, je suis déjà en plus-value. En fait, j'ai investi dans l'or à travers une société qui s'appelle Barrick Gold, qui est aussi dans notre portefeuille rentier. Je l'ai déjà présenté, on avait déjà vu il y a 2 mois dans la vidéo rentier. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de deux idées en fait que j'ai achetées déjà pour mon portefeuille. Donc, et ce sont des idées de Metaverse, on va parler des choses positives en fait. On va essayer de tenir bon mes amis. Voilà, la première société s'appelle TE Connectivity, en fait elle est basée en Suisse, si ma mémoire est bonne. En fait, ce sont des sociétés que vous connaissez peut-être pas, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Je vous dis tout de suite en disclaimer que ce sont pas des grosses boîtes où, voilà, il y a des risques, il y a machin, donc il faut pas investir beaucoup. C'est pas pour des grosses lignes, en fait. C'est peut-être pour 1% de votre portefeuille, pas plus. Les deux sociétés que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez un tout petit portefeuille qui pour vous ne représente pas énormément, vous pouvez aller jusqu'à 2% peut-être, mais attention, ce sont des sociétés qui peuvent être très volatiles. Voilà, TE Connectivity, voilà, oui, il est basé en Suisse. Et là, maintenant, je vais vous lire en fait ce que cette entreprise fait, parce que j'imagine que vous la connaissez pas forcément. Voilà, TE Connectivity est une entreprise technologique. La société conçoit et fabrique des solutions de connectivité des capteurs. Elle opère à travers 3 segments: solutions de transport, solutions industrielles et solutions de communication. Solutions de transport, ça m'intéresse particulièrement parce que il s'agit de voitures connectées, donc voitures autonomes, etc. Et c'est pour ça
qu'il était dans ma liste. Le segment de solutions de transport propose des technologies de connectivité et de capteurs. Ces produits sont utilisés sur le marché de l'automobile, du transport commercial et des capteurs. Ils vendent des produits primaires, notamment les terminaux et des systèmes et composants de connecteurs, des capteurs, relais, des outils d'application, des fils et gaines thermotractables. Le segment Industrial Solutions est un fournisseur de produits qui connectent et distribuent l'énergie, les données et les signaux. Le segment Industrial Solutions propose des produits tels que terminaux et des systèmes de composants de connecteurs, gaines thermotractables, relais, fils et câbles. Le segment Communication Solutions est un fournisseur de composants électriques pour les marchés des données et des appareils. Voilà, en gros, c'est une petite présentation de cette entreprise, ce que vous connaissez probablement pas. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi ces ratios m'intéressent. Et donc là, vous voyez que pour une société technologique, quand même, qui est proche aux semi-conducteurs, on a un PE ratio moins de 17, qui n'est pas énorme. Donc pour l'industrie, vous voyez que la moyenne, c'est 27,6. Ensuite, PE ratio, price to sales 2,7 presque, donc c'est pas énorme non plus, donc c'est tout à fait gérable. Et les marges sont confortables, plus que confortables. La marge brute, elle est presque 33%, et les rentabilités, c'est là où je regarde le plus, on est presque à 15% si on tient compte de la dette, ce qui est juste énorme. La croissance est là, donc vous voyez, earnings per share, 52%. Et l'endettement, il est quand même très très faible. On a 32% des fonds propres d'endettement, et les quick current ratio, qui représente l'endettement à court terme, il est largement suffisant. En fait, les actifs courants sont suffisants pour faire face à des dettes court terme. Donc là, pour moi, le bilan, il est très sain, et donc cette valeur, moi, je trouve assez intéressante. Voilà, de point de vue technique, on voit que cette valeur s'est pas mal corrigée. Donc là, sur les RSI, nous arrivons sur un niveau vraiment proche au bas du canal. Et on est sur un support quand même assez majeur. Donc vous pouvez le voir sur le graphique maintenant, que c'est un support de assez long terme depuis début de l'année 2021. Donc, et là, cette correction peut se terminer par là, à mon avis. Encore une fois, je peux me tromper. Je trouve que de point de vue technique, de point de vue fondamental, valorisation, cette valeur, elle est pas mal du tout. Voilà, et la deuxième valeur que je voulais vous présenter aujourd'hui s'appelle IMAX. IMAX, c'est une entreprise taïwanaise. Attention tout de suite, Taïwan, quand on parle de Taïwan Semiconductor, d'ailleurs c'est une valeur que je n'ai pas dans mon portefeuille, mais je veux bien en voir, mais les risques pèsent sur Taïwan à cause de la Chine, etc. Et Taïwan qui est souvent évoqué comme en prochaine cible des problèmes géopolitiques, si la Chine décide de faire la même chose que Poutine fait en Ukraine, ça sera Taïwan. Selon certains, bon après je ne suis pas spécialiste de la Chine, donc je ne veux rien dire par rapport à cela. Et donc voilà, les produits de IMAX, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié au display, en fait, vous voyez, donc, et ça c'est vraiment pur Metaverse, il est dans ma liste de Metaverse, parce qu'ils font de tout ce qui est visualisation et de retravailler l'image, en fait le processing de l'image. Donc ça c'est quelque chose comme une composante majeure pour créer de Metaverse. Et au cours actuel, mais j'ai quand même décidé d'investir un tout petit peu. Encore une fois, même par rapport à la valeur précédente de Connectivity, cette valeur elle est encore plus risquée parce qu'il s'agit d'un marché émergent. Donc attention 2 fois plus, parce que ne mettez pas plus de 1% dans ce portefeuille, parce que tout peut se passer sur Taïwan. C'est pour ça TSMC, Taiwan Semiconductor, elle est sous-valorisée par rapport aux autres semi-conducteurs. Malgré que TSMC, c'est incontestablement un des leaders, probablement un leader mondial dans les composantes pour les semi-conducteurs. Donc il faut toujours faire attention quand vous investissez dans les marchés émergents, et surtout les marchés qui peuvent être une cible d'un problème, on va dire, géopolitique. Voilà, maintenant nous allons regarder les ratios. Les ratios, c'est vraiment le rêve, quoi. Donc on a PE ratio moins de 4, c'est vraiment pas cher du tout. Price to sales à 1, donc valorisation du marché de cette entreprise, c'est justement 1 an de chiffre d'affaires. Les rentabilités sont plus importantes que TE et Connectivity, et les marges, je veux dire. Et les rentabilités, c'est juste quelque chose de fou, mais vraiment de fou. Donc TTM, bon, ça doit être lié à un phénomène non récurrent, mais même en moyenne sur 5 ans, elles sont presque à 20% de rentable, vous imaginez, donc c'est vraiment une valeur extrêmement rentable, avec une croissance juste de folie, et sans dette. 5% de fonds propres, c'est la dette, et ils ont deux fois plus de cash, des valeurs liquides, d'actifs liquides,
par rapport aux dettes court terme. Donc voilà, de point de vue bilan, de point de vue croissance, de point de vue valorisation, de point de vue secteur, c'est une valeur de fou. Mais par contre, n'oubliez pas, c'est les pays émergents, c'est la techno, donc qui est exposée actuellement au risque de la hausse des taux, et surtout c'est Taïwan qui est exposé à la Chine. Donc 10 fois alerte, donc j'hésitais même de vous présenter cette valeur, je le fais quand même, mais avec un énorme disclaimer, un énorme avertissement que c'est une valeur qui est très risquée. Donc il ne faut pas me dire après que je vous ai conseillé quelque chose, blablabla, non, je n'ai pas conseillé ça. En plus, cette valeur que j'ai déjà présentée dans ma vidéo de Metaverse, et vous voyez que je vous ai montré ce canal, et là on est au plus bas de ce canal. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de franchir le cap, parce que mon objectif c'est de construire un portefeuille Metaverse. Donc si j'achète pas maintenant, je sais pas quand est-ce que je l'achète, du coup, vous voyez, donc là le niveau il est atteint temps, donc là je suis tout simplement ma stratégie. Mais encore une fois, c'est ma stratégie, donc pour moi je suis tranquille biche avec ce genre de position, donc pour moi c'est moins d'1% de mon portefeuille qu'elle représente actuellement, et pour moi j'ai l'avantage, en fait j'ai la chance de voir l'argent long si vous voulez, donc j'investis à très long terme, donc même si ça casse, ça va aller vers, je sais pas, vers 8 ou 6, pour moi ça ne va pas être une catastrophe vu la taille de la position et vu l'horizon de mon investissement. Voilà. Et aussi un petit teaser maintenant pour que vous rejoigniez mes réseaux sociaux, notamment le Telegram. Sur Telegram, je vais vous poster aussi l'information sur les plus gros fonds immobiliers, donc les fameux REIT. Ça, c'est des entreprises qui sont excellentes pour ceux qui aiment les dividendes, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier quand la crise peut-être se déclenche, ou tout de suite si vous, par exemple, vous trouvez qu'il y a du potentiel, même si je trouve qu'il y a quand même des risques particuliers actuellement sur l'immobilier. Mais je sais que l'immobilier, on peut investir à travers les REITs. Par exemple, aux États-Unis, je vais partager avec vous les plus gros REITs des États-Unis sur les différents secteurs d'activité, parce qu'il y a de l'immobilier industriel, l'immobilier médical, des data centers, des tours téléphoniques, de résidentiel et tout ce que vous voulez. Je vais vous faire un post assez intéressant aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment vous inspirer et peut-être rajouter ces REIT dans votre liste. Et certains de ces REIT déjà sont dans notre portefeuille rentier. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer très bon dimanche. N'oubliez pas un like s'il vous plaît avant de partir. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, mettez la petite cloche et partagez avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance, et je vous donne le rendez-vous sur Telegram tout de suite, et sur mydecash.fr vous pouvez gratuitement vous inscrire et comme ça rester en contact avec moi toute la semaine. Allez, bon dimanche, à très bientôt, bye bye.